9 juin 2026. Anthropic lance Claude Fable 5, le modèle le plus avancé de sa nouvelle génération Mythos, censé repousser toutes les limites connues. 3 jours plus tard, le gouvernement américain ordonne sa suspension totale, au nom de la sécurité nationale. Le modèle disparaît pendant 19 jours, et quand il revient, beaucoup le trouvent différent, plus prudent et plus verrouillé. Adobe, le géant derrière Photoshop, Premiere Pro et After Effects, impose une mise à jour à ses conditions d'utilisation. L'entreprise s'octroie le droit d'utiliser certaines données d'usage pour améliorer ses outils. Et pour nourrir son AI Adobe Firefly, elle puise dans Adobe Stock, une banque d'images alimentée en très grande majorité par le travail de sa propre communauté de créateurs. Microsoft de son côté a testé une fonctionnalité capable de capturer ton écran toutes les quelques secondes, activée par défaut. L'entreprise n'a reculé que face au tollé général. Un événement isolé, c'est un accident. Mais plusieurs événements similaires en si peu de temps, c'est une tendance. Et cette tendance dit une chose simple, ta vie privée ne t'appartient plus. Et tes données non plus. Alors la vraie question c'est, reste-t-il encore une sortie? Et la réponse, c'est comme dans le film Matrix. C'est un choix. Continuer à scroller et à accepter ton sort, ou me suivre dans ce rabbit hole. Parce qu'en bas, il y a un monde totalement à l'opposé de celui qu'on connaît. Un monde où c'est toi qui gardes le contrôle. À condition de savoir bien nager. Et oublie pas de t'abonner si ce genre de sujet t'intéresse. Allez, on continue. Sur cette immense toile qui est Internet, deux mondes s'affrontent, celui du closed source et celui de l'open source. La différence est fondamentale. Le premier t'ouvre la porte de sa maison, mais garde toujours une œil sur toi et t'impose une longue liste de restrictions. Le deuxième te tend directement les clés, les plans, les fondations. Tout est inclus. Et il te dit, cette maison est à toi. Fais-en ce que tu veux. Séduisant, n'est-ce pas? Mais le chemin jusque-là n'était pas si simple. L'histoire commence avec le mouvement de logiciels libres, initié par Richard Stallman en 1983. Il lance le projet GNOME pour créer un système d'exploitation entièrement libre. L'idée centrale était la liberté d'utilisateur, la liberté d'exécuter, d'étudier, de modifier et de redistribuer un logiciel. Le mouvement prend un tournant décisif en 1991 avec le noyau Linux du célèbre Linus Torvalds. GNU et Linux se combinent et donnent naissance à un système d'exploitation libre et complet. C'est à ce moment précis que l'open source prend tout son sens. Le développement de Linux est mondial, collaboratif, sans hiérarchie centrale. N'importe qui, même toi, peut consulter le code source de Linux et vérifier par toi-même qu'il n'y a pas de collecte données cachées. Tu peux même le modifier, construire ton propre système sur mesure. C'est exactement ce que font des millions d'utilisateurs Linux. Ils personnalisent leur système comme bon leur semble. À l'opposé, un système closed source, comme Windows, reste une boîte noire impossible de savoir ce qu'il contient réellement. Une porte dérobée? Une faille de sécurité critique? Tu n'as aucun moyen de le vérifier. Et tu ne peux surtout pas modifier le programme à ta guise. Tu restes prisonnier à des choix imposés par l'éditeur. Mais cela soulève une question fondamentale, la sécurité. On le sait, une immense équipe d'ingénieurs travaille derrière Windows pour garantir sa sécurité. Et pour Linux, gratuit et open source, qui s'en charge? La réponse est simple, tout le monde. N'importe qui peut examiner le code source de Linux et le corriger. Des équipes entières, spécialistes en cybersécurité, y travaillent en permanence. Résultat, la sécurité et l'optimisation de Linux dépassent aujourd'hui celle de nombreux systèmes propriétaires, à tel point que Microsoft lui-même l'utilise sur ses serveurs Azure. Et ce n'est pas un hasard. Google, Meta, Amazon et la majorité des serveurs du monde entier tournent sous Linux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un fait prouvé. Et en réalité, Linux n'était que le début d'une transition bien plus vaste. C'est une transition vers une philosophie qui a complètement changé notre façon de voir Internet. Une vague de fond qui a touché presque tous les systèmes closed source du web, à point que chaque programme propriétaire a fini à avoir son équivalent open source. Je cite, WhatsApp, Signal, Photoshop, GIMP, Cinema 4D, Blender, Microsoft Office, LibreOffice, et la liste continue. Cette philosophie me fait penser à l'Ouroboros, ce symbole ancestral d'un serpent qui se mord la queue à l'infini, représentant le cycle éternel. Cette image colle parfaitement à nos deux mondes opposés.
Car pour que l'open source existe, le closed source doit exister aussi. Les deux ont un rôle à jouer. Chacun ses avantages, chacun ses failles. Et cette équation est telle naturelle qu'elle se déclenche presque automatiquement. Parce que à chaque fois l'histoire se répète, même si les circonstances changent. Cette fois, l'histoire commence avec le lancement de ChatGPT. Un phénomène qui a atteint 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours, puis 100 millions en 2 mois. À titre de comparaison, Instagram a mis 2 ans et demi pour atteindre ce même nombre d'utilisateurs. Ce raz-de-marée a marqué pour beaucoup l'entrée dans l'âge d'or de l'IA, une technologie qui améliore radicalement notre qualité de travail. Mais cette amélioration a un prix. D'abord, une nouvelle unité de mesure fait son apparition pour comptabiliser ta consommation d'IA, le token. La demande explose, à tel point que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a annoncé que dans le futur, notre facture affichera directement notre consommation de tokens, au même titre que notre consommation d'eau et d'électricité. La demande continue de grimper. D'autres modèles émergent. Gemini, Claude, avec un point commun. Pour les utiliser dans ton propre programme ou ton application, tu dois d'abord passer par leur API. Une API-C, Application Programming Interface. C'est une porte d'entrée qui permet à un logiciel de communiquer avec un autre. En clair, c'est comme si tu louais l'IA de Claude ou d'OpenAI pour l'intégrer directement dans ton produit. Chaque requête consomme des tokens. Et plus la demande grimpe, plus les prix augmentent, tout comme la capitalisation boursière de ces géants, en particulier les modèles américains, qui dominent le marché. Jusqu'un modèle chinois change complètement la donne. DeepSeek, gratuit, open source, est capable de rivaliser directement avec les plus grands modèles fermés du marché. Après DeepSeek, d'autres modèles chinois open source ont suivi. Qwen, développé par Alibaba, ou encore Kimi, qui au moment du tournage de cette vidéo est considéré comme l'un des meilleurs modèles AI open source du monde, rivalisant directement avec les modèles fermés les plus avancés. Résultat, une chute drastique des prix d'API chez les géants de l'IA, mais surtout vers la personnalisation et l'optimisation en local, grâce à des licences libres comme Apache 2.0. Mais attention, quand on parle d'open source en AI, tous les modèles ne jouent pas selon les mêmes règles. Il existe plusieurs types de licences. La première catégorie, ce sont les licences permissives, la plus connue étant Apache 2.0. En gros, c'est la liberté quasi totale. Réutilisation, modification, usage commercial, tout est permis, ou presque. Tu prends le modèle, tu l'installes au local, tu l'optimises et tu construis ton application dessus. C'est exactement ce type de licence qui a permis l'explosion de tout un écosystème autour des modèles comme Qwen. D'ailleurs, j'ai réalisé 2 vidéos qui t'expliquent précisément comment installer une AI sous licence Apache 2.0 au local sur ton PC. Je te conseille vivement d'aller les voir. Ensuite, il y a le copyleft, un contrat plus strict. Si tu construis quelque chose à partir du modèle, tu dois le partager selon les mêmes règles. Enfin, le source available. Le code est visible, mais des restrictions souvent commerciales verrouillent la porte. L'open source a un côté presque utopique sur le papier. C'est la liberté absolue. Et cette liberté, c'est aussi son talon d'Achille. Parce qu'une fois qu'un modèle est ouvert, n'importe qui, avec un peu de technique, peut faire sauter ses filtres éthiques en quelques clics. Et c'est là que le P se renferme. Générer des malwares sur mesure, automatiser des campagnes de phishing indétectables ou diffuser de la désinformation massive à coût zéro. Mais le plus inquiétant, c'est l'usurpation de notre identité biométrique. Ton visage, ta voix, tout peut être cloné. Et pour te le prouver, on va faire un test très simple. Dans les secondes qui suivent, je vais te montrer 2 images. Essaye de deviner laquelle est réelle. Si ta réponse est l'image 1 ou 2, tu t'es trompé. C'est exactement ça qui rend l'open source dangereux, même s'il a beaucoup d'avantages. C'est pour ça qu'il faut bien savoir nager avant d'entrer dans l'océan de l'open source. Un monde où c'est toi qui gardes le contrôle, à condition de savoir bien nager. Voilà, c'était ça la clé pour entrer dans ce rabbit hole. Et pour avoir la clé, il faut avoir le savoir de bien chercher et documenter avant d'utiliser n'importe quel programme open source. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais nager encore plus dans les profondeurs de la technologie et de